que je vais vous présenter illustre joliment la notion d'équilibre diphasé et triphasé du diazote et va nous permettre entre autres de faire une mesure de la chaleur latente du diazote liquide. Alors avant de comprendre ce que sont les équilibres diphasés et triphasés du diazote, nous allons rappeler ce que sont les états possibles de la matière. Nous savons donc que la matière peut exister sous différents états, que l'on appelle aussi des phases, lorsque le volume de matière considéré est physiquement et chimiquement homogène. Ainsi, les corps purs comme l'eau peuvent exister sous différentes phases, la phase liquide, la phase vapeur et la phase solide, les glaçons que l'on connaît. Ces phases solides de l'eau peuvent être multiples selon l'arrangement cristallin des atomes. On parle alors de phases allotropiques. À l'échelle microscopique, ces phases se distinguent par les forces d'interaction qui sont mises en jeu entre les atomes. Ainsi, les énergies de cohésion d'un solide sont plus importantes que celles d'un liquide et que celles d'un gaz. Nous allons donc nous intéresser aux changements de phase ou transitions de phase de ces corps purs qui ont des dénominations différentes selon les phases impliquées et le sens des transitions. Par exemple, lorsqu'un liquide passe à l'état solide, on parle de solidification. Si ce même liquide passe à l'état vapeur, on parle alors de vaporisation. Ces transitions de phase dites du premier ordre se caractérisent par une variation d'enthalpie molaire qui peut être positive ou négative selon la transition et que l'on appelle encore chaleur latente. À l'échelle microscopique, on comprend qu'il soit nécessaire d'apporter de l'énergie à un liquide, par exemple, pour le faire passer en phase gazeuse, puisqu'il sera nécessaire de libérer les molécules en phase liquide qui ont des interactions attractives de ces interactions pour les faire passer en phase vapeur. Les distances interatomiques dans le liquide qui sont de quelques nanomètres deviendront de l'ordre de quelques angstroms à l'état gazeux. Au contraire, le processus de solidification sera un processus exothermique dégageant de la chaleur. Cette quantité d'énergie nécessaire pour assurer la transition de phase est extrêmement importante. Par exemple, pour vaporiser de l'eau à 100 degrés Celsius à la pression atmosphérique, il faut à peu près 6 fois la chaleur qui serait nécessaire pour la faire passer de la température de 0 degré à 100 degrés. Donc ce sont des énergies colossales qui sont mises en jeu. Un moyen de mettre en évidence ces transitions de phase est une expérience très simple. Il suffit de prendre une quantité de matière d'un solide et de le soumettre à une pression choisie, à des températures croissantes, donc de le faire chauffer, et on va le faire passer ainsi à l'état liquide. Et si on continue à chauffer ce liquide, évidemment, il va se vaporiser. L'eau, par exemple, se vaporise, on le sait, à la pression atmosphérique à 100 degrés Celsius. Dans le cas du diazote liquide, à cette même pression atmosphérique, la vaporisation se fait à une température de moins 196 degrés Celsius. On peut représenter ces différents états dans un diagramme de phase où l'on choisit par exemple de représenter la pression en fonction de la température. Dans ce plan, les 3 phases d'un même corps pur sont représentées par 3 domaines qui sont séparés par des courbes de saturation correspondant à la coexistence à l'équilibre des phases gaz-liquide, liquide-solide et solide-gaz. Ces courbes se rejoignent au point triple où les 3 phases solide, liquide et gaz peuvent coexister simultanément. Vous noterez que la courbe de vaporisation se prolonge jusqu'à un point que l'on appelle le point critique, au-delà duquel les phases liquides et gazeuses ne sont plus distinguées et on passe continuellement de l'une à l'autre par densification du fluide. Ces 3 courbes d'équilibre ont des noms. La première entre le gaz et le liquide s'appelle la courbe de vaporisation. Celle entre le liquide et le solide s'appelle la courbe de fusion. Celle enfin qui sépare le solide de sa vapeur s'appelle courbe de sublimation. Sur ces courbes d'équilibre, il existe une relation qui lie pression, température et chaleur latente de vaporisation, de solidification ou de sublimation. Cette relation s'appelle la relation de Clapeyron. Elle traduit les équilibres thermodynamiques entre 2 phases d'un même corps pur. Lors de ces équilibres, la thermodynamique nous dit qu'il y a égalité des températures, des pressions et des potentiels chimiques des phases en présence. L'expérience que nous allons voir ultérieurement permet de redessiner une partie, par exemple, de la courbe de vaporisation et à partir de la relation de Clapeyron, d'extraire une mesure de la chaleur latente de vaporisation. On va donc utiliser du diazote
L'azote, c'est un des constituants essentiels de la chimie organique et en particulier des acides aminés qui constituent les protéines. Le diazote est une molécule constituée de 2 atomes d'azote qui sont liés entre eux par une liaison chimique extrêmement forte. Et ce diazote est le constituant majoritaire de notre atmosphère terrestre puisqu'il constitue l'air à 80%, les 20% restants étant de l'oxygène. Le nom azote fut proposé par Lavoisier, un savant du 19e siècle, qui fut le premier à isoler ce gaz. Et en exposant une souris à ce gaz, celle-ci mourut. C'est pourquoi il l'appela azote. Donc dans azote, nous avons le préfixe A privatif et la deuxième partie du terme, zoé, qui veut dire vie. Donc privatif de vie, c'est un gaz qu'il appela historiquement le gaz non respirable. Le diazote liquide que nous allons utiliser dans le cadre de cette expérience est obtenu par liquéfaction et distillation fractionnée de l'air ambiant. C'est un fluide qui est produit massivement en France et en Europe. En France, on en produit plus de 4 millions de litres par an. Dans le monde industriel, on utilise ce diazote liquide notamment pour geler les sols, préalablement à la fabrication d'ouvrages publics. Il est également utilisé dans l'industrie pharmaceutique pour lyophiliser les médicaments afin de conserver leur principe actif. Cet azote liquide est conservé dans ce que l'on appelle des diwars, qui sont des récipients à double paroi qui peuvent être métalliques, en verre. Et ce terme de diwar est en fait associé à son inventeur, qui est M. James Dewar, qui l'a donc construit notamment lors de ses études de liquéfaction pour liquéfier l'hydrogène qu'il a réussi à liquéfier en 1898. Venons-en à présent à l'expérience qui va nous permettre de mettre en évidence les transitions de phase du diazote. Pour réaliser cette expérience, nous avons à notre disposition plusieurs dispositifs. Un diwar en verre qui va nous permettre de visualiser le changement de phase liquide solide. Un multimètre ici qui permet de mesurer la température via une résistance de platine qui va plonger dans l'azote liquide. Et enfin, un manomètre relié par un tube qui va permettre de mesurer la pression dans le système. Le diazote liquide que nous allons utiliser est actuellement stocké dans ce diwar qui est fermé. Et pour l'extraire, nous allons en fait injecter de l'air comprimé dans le diwar. Sous l'effet de la pression de l'air comprimé, l'azote va sortir par le tube que l'on voit. On remplit le diwar en verre du diazote liquide. Et bien évidemment, on constate une ébullition extrêmement violente due au fait que les parois du diwar étaient à température ambiante, c'est-à-dire de l'ordre de 20 degrés Celsius, alors même que l'azote liquide, à cette pression atmosphérique, est à moins 196 degrés Celsius. Lorsque la température des parois du diwar a atteint celle de la température de l'azote liquide, évidemment, cette ébullition violente cesse. On continue à avoir une ébullition modérée, due au fait tout simplement qu'on a actuellement de l'azote liquide en contact avec la pression atmosphérique qui est à une température de 20 degrés Celsius. Donc on a évidemment, naturellement, spontanément, une évaporation de l'azote liquide. On va introduire dans ce diwar un agitateur magnétique qui permettra d'assurer l'homogénéité de la température dans tout le récipient. On retrouve évidemment cette ébullition violente puisque ce petit agitateur était à température ambiante. Voilà, donc on a posé ce diwar sur cette table d'agitation magnétique que l'on va mettre en route et on voit évidemment notre agitateur tourner sur lui-même et assurer l'homogénéité de la température. On va fermer ce diwar à l'aide de ce capot. Donc je vais en fait monter le diwar au niveau du capot. Qui est ici. Vous avez pu voir qu'à partir du moment où on a plongé la sonde de platine dans l'azote liquide, la température a diminué, c'est-à-dire la résistance mesurée
à diminuer et pour se stabiliser à la résistance correspondant à la température de l'azote liquide, les moins 196 degrés Celsius, soit 77,35 Kelvin. La pression n'a pas bougé, bien entendu, pour le moment. Ce petit couvercle va assurer l'étanchéité et en fait, il est percé à ce niveau-là et on le relie via ce tube en plastique à une pompe ici qui va permettre de faire le vide dans le récipient contenant l'azote liquide et on peut avec ce type de pompe atteindre des vides de l'ordre de quelques millibars. Je vais ouvrir la vanne ici qui permet de mettre en communication la pompe avec ce tuyau. Donc jusqu'à présent on pompe jusqu'à cette deuxième vanne portant le numéro 2 ici et on ne pompe toujours pas dans le système. Vous voyez que la pression n'a pas bougé, on est autour de 1015 hectopascales. Je vais ouvrir cette vanne et donc pomper dans le Dewar. Lorsqu'on met en communication la pompe avec le Dewar, des molécules de la phase liquide passent en phase vapeur. Ces molécules sont celles qui, dans le liquide, ont l'énergie cinétique la plus grande. On a une distribution de ces énergies cinétiques dans le liquide, mais comme ce sont les plus rapides qui partent, l'énergie cinétique moyenne dans le liquide diminue, et vous savez que cette énergie cinétique, 1 demi de mV2, est égale à 3 demi de kBT, Kb étant la constante de Boltzmann. Donc si je diminue l'énergie cinétique moyenne du liquide, je diminue évidemment la température. Donc la température et la pression diminuent en même temps. Ce processus va continuer, et lorsqu'on aura atteint la température de solidification, on en est proche, on verra apparaître, comme on le voit là, un glaçon, entre guillemets, d'azote liquide qui se forme, à partir des parois du Dewar jusqu'au centre, et ce glaçon va grossir tant que je vais pomper. À présent, si j'arrête le pompage, vous pouvez constater que pression et température ne bougent pas. On a dans ce système, à l'équilibre, 3 phases en présence, la phase liquide, le glaçon d'azote et la phase vapeur d'azote. Tant qu'on aura ces 3 phases en coexistence, à ce point triple, pression et température ne bougeront pas et correspondent aux pressions et températures du point triple de l'azote liquide. Dans la littérature, vous trouvez que cette pression correspond à 126 hectopascales. Vous voyez que cette mesure est plutôt très bonne. Évidemment, le Dewar en verre n'est pas isolé totalement thermiquement, ne permet pas une isolation thermique parfaite. On voit bien qu'il y a de la condensation sur ces parois. Et donc le système, partant de cet état d'équilibre, ne peut à présent qu'évoluer sur des points d'équilibre décrivant une partie de la courbe de vaporisation. Lorsque le glaçon d'azote aura fondu, parce que la température sera remontée, ce glaçon va tomber au fond du récipient et nous n'aurons plus en présence que 2 phases, l'azote liquide, l'azote gazeux, et à partir de là, nous verrons pression et température remonter. On balaye ainsi une partie de la courbe de vaporisation. Ainsi, avec cette expérience, nous avons pu estimer la valeur de la chaleur latente de vaporisation du diazote avec une très bonne précision.